Bonjour à tous, bonjour chers amis, je suis très heureux de vous réunir pour cet épisode un peu particulier du podcast où nous allons débriefer ensemble l'année 2023. Un podcast à plusieurs voix donc avec tous les participants habituels réunis pour la première fois afin de partager avec nos auditeurs ce qui vous a marqué en 2023 dans le monde de la voiture électrique. Dans ce petit exercice un peu freestyle de rétrospective, vous nous dévoilerez également vos tops et vos flops de l'année, sans concession et sans langue de bois. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec un premier sujet. Andy, tu voulais nous parler de voitures chinoises. Bah oui, parce que ces dernières années, on n'arrête pas d'entendre voitures électriques, arriver des voitures électriques, ça va être un afflux de voitures chinoises. Alors c'est vrai et c'est pas vrai. Et pour ça, je me suis amusé à aller dans les statistiques de vente en Europe de Jato. Vous savez, c'est cette entreprise qui fait de l'intelligence, entre guillemets, qui compile des statistiques. Alors, plus 110% pour les voitures chinoises en Europe par rapport à 2022. Ah ouais, effectivement, ça double. Mais si on regarde dans le détail, on s'aperçoit que c'est 250 000 voitures sur un marché de 10 600 000 sur les 10 premiers mois de l'année, ça veut dire 2%. Bon, déjà, ça relativise. Et ensuite, si on descend dans le détail, on s'aperçoit que 70% de ces voitures, c'est des MG. Donc déjà, ça veut dire qu'en fait, c'est surtout une marque. Alors, si on va dans le détail, on s'aperçoit que MG, bah, ils sont passés devant Mazda et Suzuki. C'est 4 fois les volumes d'Alfa Romeo. Donc oui, effectivement, il se passe quelque chose. Mais si on regarde, en fait, quasiment la moitié des voitures que vend MG en Europe, bah, c'est des voitures thermiques. C'est le MG ZS en version thermique, c'est le MG EHS, c'est-à-dire un hybride rechargeable, etc. Donc, c'est pas la MG4, même si elle fait à peu près un tiers des ventes, qui pousse la marque si vite en avant. Euh, et le reste, alors vous allez me dire, bah, il y a Polestar, alors 30 000 voitures, Lynk & Co, 20 000 voitures, mais ça appartient au groupe Geely, vous savez, qui a notamment Volvo, etc., donc qui était déjà implanté. BYD, 11 000 voitures. C'est une année 1, donc on peut se dire qu'effectivement, c'est plutôt satisfaisant. Puis il y a des grandes ambitions pour 2024. Donc oui, ok, on va voir. Puis après, il y a un petit cas particulier, celui de DR. Vous savez, c'est cette marque italienne, italo-chinoise qui réassemble en Italie du Sud des voitures chinoises. C'est un truc un peu bizarre, mais ça marche très bien en Italie. Là, c'est du thermique, c'est du GPL, enfin, c'est du low cost à la Dacia. Donc, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Et après, on s'amuse. Alors, Aura 4, dont on nous a beaucoup parlé l'année dernière, 5000 voitures. Bon, ok. NIO, 1500. Maxus 700, Xpeng 700, Highways qui est là depuis 2020, 638 voitures, CRS 600, Leap Motors 256. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est quand même un peu compliqué de se lancer sur le marché européen. On nous parle beaucoup de voitures chinoises, ça y est, elles arrivent, elles arrivent. Il faut quand même faire la distinction entre les projets sérieux, les projets des grands groupes, et les choses qui arrivent et puis qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de réseau, etc., etc. Alors on peut se dire, c'est le début, ok, ils font des scores pas terribles, mais derrière, est-ce qu'il y a un gros groupe? Alors si on regarde, NIO, dont on nous rebat les oreilles, 126 000 voitures en Chine, c'est pas mal, mais c'est pas grand-chose sur un marché de 27 millions de voitures neuves depuis le début de l'année. Leapmotor, 107 000. Xpeng, 101 000. Zeekr, 92 000. En fait, c'est des tout petits acteurs aussi en Chine. Et c'est beaucoup des startups qui veulent faire du bruit et sur lesquels voilà, il y a des grandes ambitions, etc. Mais en fait, c'est souvent des effets d'annonce. Donc, si on se résume, qui est sérieux? Il y a trois acteurs qui, pour moi, sont sérieux et qui vont arriver vraiment sur le marché européen. C'est MG, il y a SAIC derrière, c'est un énorme groupe. Il y a BYD, parce qu'ils vendent déjà 2 millions de voitures par an en Chine et qui maîtrisent toute la chaîne d'approvisionnement. Et il y a Geely, qui avait déjà des positions en achetant Volvo en 2010. Et ils ont aussi Smart, Polestar, etc., qui sont des marques qui commencent à s'installer. Ça, c'est la première conclusion. La deuxième, c'est que la voiture chinoise, elle arrivera, qu'elle soit thermique ou électrique. Et dire qu'on ouvre les vannes aux voitures chinoises parce qu'on passe à l'électrique, c'est une bêtise. Troisième petite conclusion, il va y avoir une sérieuse phase de consolidation à venir sur le marché chinois. Il y a une guerre des prix en cours, il va y avoir des morts, et il y a beaucoup de marques qui font des effets d'annonce pour voilà, dire je suis sur le marché européen. C'est aussi un moyen de se sauver la face en Chine, où les ventes ne décollent pas forcément si vite que ça. Et en plus, le marché chinois est victime, entre guillemets, du resserrement de l'économie chinoise auquel on assiste depuis quelques mois. Et dernier point, va y avoir peut-être un retour à une logique continentale. Euh, le Volvo EX30 qui est fabriqué, qui devait être fabriqué, qui est fabriqué dans la première partie de sa carrière en Chine, on sait qu'à partir de 2025, il va être refabriqué en Belgique, notamment pour satisfaire aux critères on va dire,
un peu plus protectionnistes qu'on voit arriver. Et c'est aussi le cas, par exemple, du bonus qui va être mis en application au 1er janvier. Ceux qui auront la taille pour faire une usine en Europe, je pense à BYD, je pense à SAIC, etc., ou à Geely qui a déjà des positions, eux, je pense qu'ils sont assez bien placés pour vraiment rentrer en masse sur le marché. Les petites startups chinoises dont on entend beaucoup, beaucoup parler, alors petites, oui, c'est 100 000 voitures, mais ça reste des minimes à l'échelle automobile, bah, j'y crois beaucoup, beaucoup moins. Et finalement, cette année 2023, elle nous annonce aussi des grands changements sur le marché et sur la manière dont les constructeurs chinois vont structurer sur le marché européen. Et je pense que tout le monde ne va pas y arriver. On parle de beaucoup de constructeurs, il y en aura peut-être 3 ou 4 qui vont survivre à la fin. Ça va être la question de 2024 et on va observer ça d'un œil très, très intéressé. Alors très intéressant, on dit. Moi je vais compléter un petit peu avec les chiffres, effectivement de vente en Chine et dans le monde. J'ai été surpris de voir que depuis le début de l'année 2023 jusqu'à fin octobre, les constructeurs européens faisaient un petit peu de résistance puisqu'il y avait, je crois, 4 ou 5 marques européennes qui étaient représentées dans les 20 plus grosses, marques de voitures électriques dans le monde. Alors ça inclut l'électrique et l'hybride parce que les Chinois ne font pas trop la différence et notamment, quand, BYD annonce beaucoup de ventes de voitures électrifiées, en fait, c'est 80 encore d'hybrides. Donc, mais c'est quand même un petit peu rassurant. Puis après, est-ce que ça veut dire aussi que finalement, en dehors de l'aspect purement technologique et marketing, est-ce qu'il n'y aurait pas une résistance, tout simplement, de la population européenne à une redoutée ou prétendue invasion chinoise? Est-ce que finalement, ça ne se jouerait pas aussi au niveau des individuels qui préfèrent acheter local? Je sais pas, hein, mais j'ai l'impression, je le lis souvent en fait, hein, des gens qui disent: «Ouais, alors cette voiture chinoise est très alléchante, mais j'achèterai jamais chinois, moi monsieur». Ce qui peut très bien se comprendre aussi, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors attends, nous on avait fait un grand questionnaire sur la voiture électrique. Ouais. On avait demandé aux gens, est-ce qu'ils pourraient acheter, une voiture, chinoise? Et en fait, là, je suis en train de chercher les résultats. Heu, Pourriez-vous acheter une voiture chinoise? Oui, 57. Je ne sais pas, 24, et non, 18,8. Donc je pense qu'il y a pas une grosse, il y a pas une énorme révolte envers les véhicules chinois. Mmh. Par contre, moi, je trouve que pour l'instant, sauf les véhicules chinois qui ont des liens européens, comme par exemple MG et cetera, ou, Geely, parce que Polestar, c'est quand même très, très européen finalement. Les véhicules purs chinois pour l'instant, ils sont pas vraiment, enfin je trouve en tout cas, sont pas vraiment adaptés à notre marché, et souvent ils sont souvent décevants, en tout cas tous ceux qu'on a essayés. Mmh. Donc voilà. Pour l'instant, c'est vrai que je suis pas inquiet, mais je pense que les Chinois, ils sont capables de faire très fort dans un futur assez proche, donc à voir. On Mais a c'est eu vrai que pour l'occasion l'instant. de le dire aussi, dans des podcasts précédents. MG est une marque, chinoise qui appartient au groupe SAIC, mais en fait, c'est une marque très, très européenne parce qu'ils vendent pratiquement pas de par exemple, la MG4, et dites-moi si je me trompe, mais je crois qu'elle n'existe tout simplement pas en Chine. C'est une voiture qui a été conçue et fabriquée pour le marché européen. J'ai cru que tu allais dire qu'elle n'existait pas en thermique. Ce qui est vrai aussi. Sébastien, toi, tu roules en MG4, donc tu connais Ouais, un peu la ouais. question. Bah, d'ailleurs, il y a 1 an ou 2, tu m'aurais demandé si j'achèterais chinois. Mmh. J'aurais jamais pu te répondre, mais j'ai acheté, japonais. Enfin, Ouais. d'abord, j'ai roulé, français, hein. J'ai roulé Renault, j'ai roulé Citroën dans mes jeunes années, hein, j'ai un souvenir ému de la BX et de la R21, Oh la et vache! puis, je suis passé à la japonaise, à la Toyota. C'était super fiable. J'ai eu une coréenne, enfin, j'ai eu 3 Nissan quand même qui étaient super fiables aussi. J'ai eu une coréenne. Bon, bah, je veux dire après, bah, c'est des bagnoles quoi, je les essaye, puis si je les trouve, bien, voilà, donc bah, oui, je me retrouve avec une voiture fabriquée en Chine, mais une Volvo, une Smart. Je voulais une Smart à la base, hein. Mmh. Hashtag Mmh. Gwen, j'avais un peu craqué sur cette voiture, et quand vous rentrez dedans, mais elle a rien à envier aux petites Mercedes quoi, c'est tout simplement, top. Donc Mmh. voilà, c'est des a priori, je pense, comme, on en a déjà parlé dans le podcast, hein, Mmh. il faut essayer. Ouais, moi je parlais pas d'a priori, hein, je parlais vraiment de oui, on dit: «Je te passerai la parole». Je parlais vraiment du côté, entre guillemets, «protectionniste» ou nationaliste. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, on parlait c'était le début de l'arrivée des voitures, enfin,
japonaises dans les années 80, 85, 90, et puis coréennes ensuite. Et on a eu exactement le même phénomène. Et je connaissais plein de gens dans mon entourage qui me disaient, moi j'avais eu le malheur à l'époque d'acheter une Nissan aussi, qui me disaient, bah ça va pas, tu roules en japonaise, jamais de la vie, moi j'achèterai jamais une voiture japonaise, c'est le péril jaune, ils sont en train de détruire l'économie européenne, regarde ce qui s'est passé aux US, etc., etc. Et c'était pas des gens qui étaient de nature ni réactionnaires ni protectionnistes, c'était juste des gens qui avaient pas envie d'acheter des bagnoles qui venaient de l'autre bout du monde, quoi. Qu'est-ce que tu en dis? Tu voulais rajouter quelque chose avant que je passe la parole à Johan? Bah, justement, finalement, tu me coupes l'herbe sous le pied puisque, en fait, c'était exactement ce que je voulais dire. C'est que dans les années, 80-90, il y avait la grande terreur des voitures japonaises. Après, dans les années 2000, il y avait la grande terreur des voitures coréennes. Les constructeurs se servent toujours de cet Ouais. argument pour obtenir des quotas, des limitations, un peu de protectionnisme, et cetera. Ça a toujours bon dos de dire: «Attention, la concurrence, étrangère arrive, ça va détruire des emplois, et cetera». Puis à la fin, ça fait toujours une part de marché. Alors, 5%, 5% à peu près pour les Coréens en France, 10% pour les Japonais. Alors oui, ça existe, c'est représentatif, et cetera. Là, on joue sur la peur que ce soit 50% de voitures chinoises dans 5 ans. Non, ça n'arrivera pas. Mmh. Tu penses que ça Ouais, n'arrivera mais pas? il y a un truc qui est un peu différent, c'est que les Chinois, ils ont vraiment pour l'électrique, ils ont vraiment toute la techno, la gestion des batteries, même des matières premières, et cetera, et c'est un peu différent par rapport aux Japonais et aux Coréens. C'est Mmh, que, eux apportent vraiment quelque chose et nous, les Européens, sans les Chinois, on n'y arriverait même pas, je pense. c'est vrai. Donc, c'est un tout petit moi, je suis comme toi, hein, je pense que ça prendra pas une part de marché terrible. Comme Tesla, ça chacun va prendre son petit truc et tout, mais les Chinois ont quand même un truc en plus sur la voiture électrique. Johan? Oui, bah, je vais rebondir sur ce que dit, Jean-Christophe. Moi, ma vision, elle est plus professionnelle. Je travaille plus avec des entreprises qui ont des flottes de véhicules de fonction et qui vont proposer des véhicules électriques, parfois enfin toujours européens, parfois coréens, parfois, chinois et à prestation équivalente, donc on parle de gens qui ne payent pas leur voiture, des gens à qui on propose une voiture et qui vont payer un avantage en nature, mais ils ont le choix entre plusieurs véhicules. À prestation équivalente, en général, ils choisissent plutôt la voiture européenne. Mais à prestations pas équivalentes, ils choisissent la meilleure voiture et donc moi ce Mmh. que je vois dans les grilles de mes clients, c'est que par exemple, alors c'est pas un jugement de valeur de ma part, mais par exemple, la MG4 est plus souvent choisie, que la Renault, Mégane, quand elles sont face à face. Quand on propose à une personne qui va pas payer sa voiture une MG4 ou une Mégane, alors ça sera souvent la MG4, la plus haute et puis la Mégane la plus basse, pour qu'elle soit au même loyer. Souvent c'est la MG4 qui va être choisie. Par contre, quand on est, sur des prestations équivalentes, là c'est souvent la voiture européenne qui est choisie. Encore une fois, moi mon prisme, c'est des gens qui payent pas leur voiture. Charles, tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on passe au sujet suivant? Ouais, quand, je suis allé au mondial de l'auto là en 2022 de mémoire, hein, c'est vrai qu'il y a eu énormément d'articles, sur, en fait, ce qui était représenté en voiture électrique, c'était essentiellement des Chinois C'est vrai. et on s'est dit: «Ouais, on va se prendre une grosse, grosse vague dans la tronche de voitures chinoises» et au final, quand on regarde les chiffres, merci Andy pour cette analyse, quand on regarde les chiffres, effectivement, c'est pas la part de marché est encore assez faible. Alors après, on est sur un marché qui est quand même assez récent, faut qu'ils s'installent, faut qu'ils fassent leurs preuves aussi. Mais effectivement, je pense pas que ça va énormément bouger les choses et là, avec le nouveau, bonus écologique, 2024, ça va non plus pas, on va dire, pas booster les ventes, des chinoises, à Mmh. part pour Mmh. ceux qui seront assez gros et rapatrier leurs usines, en Europe, quoi. Alors certains constructeurs chinois, ou même d'autres, hein, d'ailleurs, ont carrément renoncé à passer sous les fourches codines du bonus 2024 et voilà, ils ont dit: «Non, bah, de toute façon, on va pas faire les calculs parce que c'est trop fastidieux. On va continuer à vendre nos bagnoles comme ça, puis on fera des remises directement aux clients». Donc c'est ce qui est un petit peu en train de se c'est un peu ce qui est en train de se passer. Johan, on continue, tiens, puisque tu avais aussi la parole sur le sujet. Qu'est-ce qui t'a marqué toi, en 2023, en quelques mots? Je crois qu'il y a quelques sujets qui ont bien retenu ton attention.
Ouais, alors il y avait plusieurs sujets de mon côté. Un sujet assez récent, c'est le leasing social. Moi, c'est une mesure dont je suis assez fan. Ouais, Et un calcul que j'avais fait parce que on m'a souvent reproché quand je communiquais sur les réseaux sociaux sur le leasing social au moment où c'était encore qu'un projet ou une promesse. On me disait: «Mais les gens n'ont pas 100 € par mois à mettre dans une voiture». En fait, moi, j'avais fait le calcul, pour comparer ces 100 € avec la dépréciation. Vous savez, quand on achète une voiture et qu'on va la revendre quelques années plus tard, bah, en fait, ouais, on se rend pas compte qu'on paye quelque part un loyer, ça s'appelle la dépréciation. Et j'avais fait le calcul sur plusieurs voitures, donc type Clio 208, sur des voitures, type, 308 Mégane, de 5 ans, de 8 ans. Et en fait, si vous pre et que qu'on gardait pendant 5 ans, c'était ça mon postulat. En fait, si vous achetez une Clio, une Mégane, une 208, une 308 entre 5 et 8 ans et que vous la gardez 5 ans, grosso modo, votre dépréciation, ce que vous allez perdre sur la valeur de revente, c'est à peu près 100 € par mois. Donc en fait, aujourd'hui, si vous achetez, une voiture d'occasion pas très chère, et que vous la revendez 5 ans plus tard, bah, en fait 100 € par mois, c'est ce que ça va vous coûter en perte à la revente. Donc ben, moi ça me renforce encore dans l'idée du fait que ce leasing social à 100 € par mois, qui a pas que des avantages, enfin tout n'est pas parfait, mais ça permet d'offrir l'électromobilité à des gens qui n'ont pas la capacité d'acheter la voiture neuve et ça leur coûte pas plus cher que d'acheter un diesel d'occasion. d'accord, très bien. Tu voulais parler aussi des bornes publiques et du nombre de véhicules électriques et peut-être faire une corrélation entre les 2 sur la base des chiffres de l'AVER? Oui, alors ça c'est un chiffre que j'aime beaucoup suivre les publications de l'AVER, dans ce domaine-là. Combien est-ce qu'il y a de bornes? Combien est-ce qu'il y a de voitures? Ils publient ça tous les mois. Et puis après, il suffit juste de faire une petite division. En 2021, il y avait, 345 000 voitures, 31 000 points de charge. Ça faisait 11 véhicules par point de charge. Alors là, je parle que des points de charge, publics, Ouais, ouverts à tout le monde. Et on se dit que bon, bah, il y a de plus en plus de voitures et donc peut-être ce chiffre diminue. Bah, enfin le nombre de voitures par point le de charge ratio, ouais. augmente plutôt. Et bah, c'est plutôt l'inverse en fait, puisque, en 2022, on était à 8,59, voitures par point de charge. Et puis là, en 2023, on est à 8,17, voitures par point de charge. Donc en fait, le réseau se développe beaucoup plus vite, que le nombre de voitures. Alors je prends que les voitures 100 électriques, hein, parce qu'on imagine que les Bien sûr. hybrides vont rarement se recharger sur les bornes publiques. Mais donc aujourd'hui, le réseau se développe beaucoup plus rapidement et donc il y a, beaucoup plus de potentiel de recharge pour les gens qui sont en 100 élec. Et ça, je trouve que c'est un super point. Et on l'a vu notamment cet été. Alors on l'a vu ou on ne l'a pas vu, je raconterai peut-être, mon anecdote. Enfin, on en avait déjà parlé dans un podcast. Ouais. Mais cet été, il y avait des craintes sur, la disponibilité du réseau. Est-ce qu'on va réussir à partir en vacances en voiture électrique? Et dans l'ensemble, ça s'est quand même plutôt bien passé. Enfin, je ne sais pas pour vous, tous autour de la table? Oui, ouais, complètement. D'ailleurs, on a eu un grand article de notre, ami, Soufiane cet été, à la fin de l'été, qui faisait un peu le bilan de ça justement, de cette crainte, versus la réalité puisqu'il a arpenté les autoroutes, de France, enfin, notamment entre Paris et le sud de la France et les grandes stations de recharge pour constater finalement qu'il y avait pratiquement aucun bouchon et aucune congestion sur ces stations de recharge. Ça dit aussi qu'effectivement, pour l'instant, le réseau est, relativement bien dimensionné et effectivement, c'est le curseur maintenant qu'il va falloir suivre, c'est est-ce que les bornes de recharge se multiplient plus vite que les voitures ou l'inverse? Est-ce qu'il va y avoir peut-être dans les prochains mois, les prochaines années, un boost des ventes de voitures versus, peut-être, un développement des réseaux de recharge un peu plus lent? On ne sait pas. En tout cas, le cap aujourd'hui maintenant, on est à 115 000 points de recharge, je crois, publics en France et le cap, c'est 400 000 à l'horizon 2030, hein, si je ne m'abuse. Donc ça va être multiplié par 4. Pour atteindre un point de congestion, il faudrait que le nombre de voitures aussi, soit multiplié par 4. Ça voudrait dire qu'on aurait 400 000 points de recharge en 2030 et 4 millions de voitures électriques. Donc à suivre de près. Un autre sujet qui a retenu ton attention, Johan, c'est, cette histoire de voitures électriques qui prennent feu, une espèce de légende urbaine que j'ai très souvent débunkée, et que j'ai redébunké dans mon bouquin et tu voulais en dire 2 mots aussi?
Ouais, je voulais revenir sur la seule étude, vraiment, fournie, qui est, à notre connaissance, enfin à ma connaissance en Une tout. étude C'est une suédoise, étude non? qui a été faite par une société qui s'appelle, Auto Insurance EZ, Ouais. et qui, rapportait le nombre de feux de véhicules par 100 000 véhicules vendus et enfin existants dans le parc circulant et par type de motorisation. Pour les véhicules électriques, il y a 25 feux, par 100 000 véhicules, du parc circulant. Pour les véhicules thermiques, il y a 1 529,9, je vais être très précis, feux, donc c'est-à-dire, beaucoup, enfin, j'ai pas fait le multiple entre 25 et Mmh. 1 529, mais il y en a beaucoup plus. Et alors la palme, vient aux véhicules hybrides, sans doute parce qu'ils cumulent, les inconvénients des uns et des autres, avec, presque 3 500, feux par 100 000 véhicules, circulants. Donc non, il n'y a pas plus de feux, dans les de véhicules électriques. Alors oui, bien sûr, les feux des véhicules électriques sont plus compliqués à éteindre. Par contre, il y a aussi des systèmes qui existent. Renault, par exemple, Ouais. a, je crois que ça s'appelle le Fireman Hose ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est une Donc qui trappe, en fait. voilà, un système qui permet, d'aller directement, éteindre le feu à De la l'intérieur de la batterie. batterie, et ça évite alors, ça prend pas 2 secondes, hein, ça prend un peu de temps, mais ça évite le phénomène de réembrasement un peu plus tard. Mmh. Donc Qui peut se produire jusqu'à, plusieurs jours plus tard, hein. C'est-à-dire qu'on pense que le feu est circonscrit et en fait, le réembrasement peut se produire jusqu'à 24 heures, je crois même jusqu'à 48 heures ou 72 heures plus tard. D'où l'intérêt, je crois, de maintenir les batteries des voitures en immersion dans des piscines. Donc, on comprend que ça soit quand même un petit peu délicat et c'est ce qui fait probablement dire au grand public, sans connaissance que les voitures électriques prennent feu plus souvent. Non, elles prennent feu beaucoup moins souvent, mais comme tu l'as dit, l'incendie est plus difficile à circonscrire. exactement. Autre top pour toi en 2023, alors ça c'est ouais, c'est ton top du coup, on va le dire maintenant, c'est l'offre des véhicules à petit prix qui s'agrandit, c'est ça? Oui, moi j'ai été super fan de la IC3, j'attends de la voir en vrai, mais je vois aussi que, la R5 est annoncée, la Twingo, est annoncée et je trouve ça super bien que, l'offre de véhicules électriques s'agrandisse par le bas du prix en tout cas, pas forcément par le bas de la prestation, parce qu'on voit que la IC3 elle propose de belles choses techniquement. Mais donc que ça puisse s'ouvrir au plus grand nombre avec des véhicules qui sont à la fois sympas, attrayantes et puis a priori, techniquement, bien pensés. Très bien, merci, Johan. On reviendra vers toi à la fin pour faire le tour des flops de 2023 pour chacun d'entre vous. Sébastien, tu voulais parler du «joyeux bordel» entre guillemets des tarifs, des puissances, des disparités, des outils de paiement sur les bornes de recharge, en corrélation avec leur développement? Oui, bah, en fait, oui, l'idée, c'était de regarder un petit peu le développement des bornes de recharge aussi, mais comme Yoann en fait, en a déjà parlé, heu, moi, de mon expérience personnelle, donc c'est en 2017, il me semblait qu'on était environ, 6 véhicules pour une borne. Puis les voitures sont vendues en 2020, on devait être à 10 véhicules pour une borne et en fait, j'ai l'impression que plus on met de bornes, plus ils se vendent de véhicules parce qu'en fait, pour nous, ça paraît évident que, c'est pas, on va pas se charger sur des bornes publiques, mais pour le kidam, moyen, une borne publique, c'est une pompe à essence. Enfin, ils voient ça comme ça. Et du Mmh. coup, bah, pour les pouvoirs publics, c'est un signal fort de dire: «Voilà, on augmente le nombre de bornes, les gens vont acheter des voitures électriques». Voilà. Donc, une fois qu'on a compris que, voilà, on n'allait pas se charger, enfin, je le répète parce qu'il y a peut-être des gens, un peu, qui sont pas de ce milieu-là qui nous écoutent, hein, voilà. Que la plupart des gens se rechargent chez eux. Donc les bornes, de recharge, bon, grosso modo, il y en a des lentes et des rapides, voilà. Et la plupart du temps, en dehors de chez nous, on va plutôt avoir tendance à aller sur des rapides, parce qu'on a besoin d'aller, en vacances ou professionnellement, on fait beaucoup de kilomètres ou des choses comme ça, voilà. C'est Et 90, on dit que c'est entre 80 et 90 des recharges de voitures électriques qui se font soit à la maison, soit au bureau, hein.
Après, il va se poser, et de plus en plus, il se pose le problème des citadins. Alors c'est assez antinomique parce que je regardais les chiffres quand même du baromètre de la recharge là, et si on regarde le nombre de bornes publiques, c'est quand même beaucoup plus facile de se recharger en campagne, j'ai envie de dire, ou dans la première couronne, deuxième couronne des grandes villes. Et pourtant, bah, là où il y a le plus de ventes de voitures électriques et là où il y a le plus de réseaux, bah, c'est les régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Mmh. voilà. Nombre de points de recharge en Île-de-France, on a 20 168 points de recharge. En Auvergne-Rhône-Alpes, on en a 13 546. Voilà. Et si vous regardez les chiffres de vente des voitures, c'est pareil. En fait, le plus de véhicules électriques circulent en ville, et voilà. Du coup, bah, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tous ces citadins là, ils se retrouvent devant des bornes de recharge, et ils savent même pas, ils savent pas comment. Déjà, il y en a des tas différentes, alors que tout le monde visualise à peu près la tronche d'une pompe à essence. C'est une espèce d'armoire métallique avec un truc sur le côté. Mmh. Voilà, les bornes de recharge. Combien de fois, moi, je fais découvrir le véhicule électrique à des gens, ils croyaient que c'était une poubelle, quoi. Je me gare sur un truc, ils croyaient que c'était une place handicapée. Non, 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 même avec Ouais. des élèves. Mmh. Mmh. Gare-toi sur cette place, je veux leur montrer un petit peu comment on se charge. Non, 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 c'est une place handicapée. Mais non, donc il y a un gros problème déjà de visualisation des gens de ce que c'est qu'un point de recharge. Et ensuite, ben, une fois qu'on est devant, ben, comment ça fonctionne, quoi. Voilà. Mmh. Donc je crois que même si, je sais pas qui c'est là, quand il a passé son permis et qui a fait le plein de la voiture, son enseignant, son moniteur lui a montré comment on faisait le plein. Ah, je Parmi sais vous? pas. Non, Personne? Personne. ça m'est pas arrivé. Moi, tu Ouais. sais, quand j'ai Non, passé jamais. mon permis, les voitures électriques n'existaient pas, hein. Et ouais, ouais, non, mais le plein d'essence ou de voilà, moi, pour qu'un mec il fasse le plein, quand j'étais salarié en auto-école sur des C3 diesel ou quoi, fallait qu'il ait vraiment pas de bol et que ça tombe sur lui et que disent on va s'arrêter à la station. Bah tiens, on va en profiter, tu vas voir comment ça fonctionne. Bah le gars il tirait le pistolet, il le mettait il fallait juste pas se tromper de pistolet. Mmh. Et puis après, bah j'allais payer, puis enfin même pas, bon voilà. Mais Mmh. aujourd'hui, c'est un. Va expliquer quelqu'un, il te dit tiens, ça coûte combien une recharge? Et là, tu lui dis bon, t'as combien de temps devant toi là? T'as la soirée et voilà, non mais c'est vrai. Euh, donc c'est un truc, il faudrait qu'on arrive à uniformiser tout ça. Alors Mmh. uniformiser la tronche des bornes, c'est pas grave, c'est pas la peine. En gros, les gens, quand je leur explique, je dis bah voilà, quand c'est un petit machin qui a pas de câble, c'est du lent. Puis quand ça te fait une grosse boîte comme un gros frigo avec des câbles qui sortent, c'est du rapide, tu vois. Voilà. Bon, Mmh. petit Mmh. à petit, les gens vont s'y faire. C'est juste qu'on Mmh. on en a peut-être beaucoup plus de sortes que ce qu'on a de pompes à essence. Je suis incapable de vous dire les marques de pompes à essence. Ouais, ouais. Mais alors après, l'idée aussi, c'est Voilà. que, on a des particularités, en France ou, en tout cas en Europe, puisque l'histoire du câble non attaché est une spécificité française. Je crois que les bornes AC dans d'autres pays ont le câble attaché. Ouais, alors en Donc, Suisse, j'en ai vu avec le câble. ouais, c'est ça? En Allemagne, ouais, en fait, je pensais que c'était plus spécifique que ça, mais j'ai vu un petit peu des deux quand Mmh. j'ai traversé l'Europe. Je sais pas pour toi, tu as peut-être vu que des rapides, Charles? Quand tu es Oh, quand il tu es s'était monté, endormi. où où j'y sais quand tu es monté avec la Ioniq 6, Non, non, bah nous on a Non, fait nous on a essentiellement fait. de la recharge rapide et ouais, vous Ouais. avez fait que de la rapide. ouais. Et je Mmh. Mais t'avoue après, qu'on n'avait pas trop le temps de regarder. Après, il y a les bornes traîtres là à côté de chez moi. Il y a une 24 DC qui vient d'ouvrir, donc elle a un câble, la prise DC, et pourtant c'est pas rapide, tu vois. Ouais, Donc ça, il alors faut. et Là, à une époque, on avait inventé le terme d'accéléré, de semi-accéléré, de rapide, de Ouais. semi-rapide. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un peu compliqué. Et puis bon, il y a la tarification. Ça fait des années que les associations on se bagarre pour avoir une tarification au kilowattheure. Mmh. Petit à petit, on y arrive. Mais bon, il y Ouais. a encore des frais de mise en service, il y a encore de la minute. Voilà, Mmh. je pense qu'un jour, il faudrait dire voilà, mon tarif au kilowattheure. Il y a le fait qu'on puisse payer sur de plus en plus. Alors, je crois que c'est en 2025, peut-être, tu vois, on est au courant, je sais pas, qu'il y aura une obligation d'avoir un terminal de paiement électronique sur les bornes. Je Ouais. sais plus parce que là, il y a l'obligation de paiement par carte. Ils vont vous dire ouais, ouais, mais on peut payer par CB. Vous appelez le 0800 machin truc, ou vous flashez le QR code qui vous emmène sur l'appli et tout ça. Voilà. Euh, Ouais.
Ma Mmh. maman, elle a 70 ans, je lui ai vendu ma Leaf, elle habite à Caluire à côté de Lyon et bah, il y a pas beaucoup de bornes. Elle s'est retrouvée devant une borne, elle savait pas comment faire, quoi, voilà. Bien sûr. Donc si à chaque fois que tu vends une voiture électrique, faut qu'il y ait une assistance, faut qu'il y ait un mec derrière la borne pour expliquer, c'est un peu compliqué, mais bon. Et Il y avait un puis autre sujet, oui? pardon, je voulais Oui, il y avait un terminer autre sur une sujet, alors idée. peut-être ouais, vas-y. Voilà, c'est aussi la transparence des tarifs. Ouais, bien sûr. C'est pas normal que alors je sais pas si vous vous souvenez, mais avant quand tu avais un Bouygues et que tu appelais un SFR, tu payais plus cher. Mmh. Tu vois? Du coup, on avait tous, moi j'avais acheté le SFR, Millennium parce que ma mère elle avait un SFR parce que et cetera, tu vois? Et Mmh. aujourd'hui, quand tu payes avec la carte d'un fournisseur de mobilité, ça se trouve, ça va te coûter 2 fois plus cher que si tu passes par l'opérateur. Voilà, bah, ça, c'est pas normal, il y a pas de raison. Je veux dire, quand tu vas faire ton plein chez, Carrefour, chez Total et cetera, tu payes pas plus cher que le prix qui est affiché sous prétexte que tu as pas utilisé la bonne carte, quoi. Mmh. Voilà, donc ça, il faudrait qu'un jour, on dise: «OK, c'est fini, frais d'itinérance, vous vous arrangez entre vous les opérateurs, point barre. Le consommateur, c'est pas à lui de payer la note». Mmh. Mmh. Voilà. Enfin bon, il y a un article du FC Que Choisir qui est paru là-dessus et on va travailler avec eux en tant qu'association, voilà, pour éclaircir, tout ça et faire des propositions, à nos édiles. Très bien. Il y avait un autre sujet aussi, qui commençait à inquiéter un peu les gestionnaires de réseau, c'est l'alimentation de millions de véhicules électriques. Ouais, Est-ce qu'on y est déjà ou est-ce que ça vaut le coup de s'inquiéter déjà ou est-ce qu'on parle de quelque chose qui arrivera plutôt dans quelques années? alors c'est pas faux, j'ai, bon, d'expérience, il y a quelques années, on avait fait une rencontre à Lyon avec le Citélec, qui est une association, qui promeut la non, c'était à Grenoble, qui promeut la mobilité électrique et il y avait quelqu'un d'Enedis qui était assez inquiet. Mais ça, je te parle de ça il y a 6, 7 ans, hein. Après ça, j'ai pas eu les mêmes sons de cloche. On a des gens dans l'association qui travaillent chez EDF ou chez Enedis qui nous disent: Ouais, «OK, le réseau, va tenir le coup». Heu, Si on regarde les chiffres de l'Aver, c'est intéressant quand même, c'est la puissance totale installée, en France, 4 084 991 kilowatts. Bon, ça fait quoi ça? 4 gigawatts, non, c'est ça? Ce qui leur fait peur, c'est pas tellement la quantité d'énergie, c'est l'appel de puissance, en fait. Ils ont peur que tout le monde se mette à tirer en même temps, quoi. Donc j'ai plus les chiffres, mais bon, c'est des, centaines de térawattheures qu'on produit tous les ans, et ils se sont amusés à faire des simulations sur 30 millions de véhicules et c'est bon, ça représenterait, un pouillème de tout ce qu'on est capable de produire Yoann, tu as des chiffres peut-être? Enfin, quand je dis un pouillème, c'est peut-être, 30 je ne sais pas. Par contre, c'est l'appel de puissance, général qui leur fait peur. Johan? Oui, effectivement, RTE refait une étude tous les 2 ans, remet à jour une étude tous les 2 ans. Il y a eu 2019, 2021, 2023 et dans la dernière étude, donc ils font la prospection jusqu'en 2035 avec 43 millions de véhicules légers en France. Il y en a 45 millions aujourd'hui, donc ça veut dire que le parc pour eux baisserait un petit peu. Avec, 18 millions de véhicules électrifiés, mais très majoritairement 100 électriques, Ouais. 100 000 poids lourds électriques, ainsi de suite et on arrive à entre 80 et 88 térawattheures d'électricité, donc c'est 14 de la consommation d'électricité qui sera pour le transport et donc la conclusion d'RTE, c'est: «La France a les moyens de gérer ses besoins en électricité en hausse en s'appuyant sur 4 leviers essentiels: la sobriété, l'efficacité énergétique, le renouvelable et le nucléaire». Donc eux, Mmh. leur conclusion, c'est qu'ils peuvent le faire, c'est qu'on peut le faire tous ensemble. Pour autant, il faudra quand même un peu de sobriété, et notamment par un peu moins de véhicules, un peu moins de déplacements, un peu moins de tout ça, mais sans dire, voilà, on passe de 45 à 43 millions de véhicules légers en France. On ne dit pas qu'on interdit les véhicules, légers pour tout le monde. Mmh. Sur ces 4 leviers, il y en a un cinquième peut-être qu'on n'évoque pas, je sais pas, Sébastien ou Johan, c'est, le V2G, c'est-à-dire la possibilité de lisser les appels de charge, en déchargeant les voitures qui sont chargées et qu'on n'utilise pas. Ouais, c'est vrai qu'il y a la Drif qui, enfin une filiale d'EDF qui, fait des Ouais. expérimentations là-dessus. Mmh. Sur la centrale de Civaux à côté de Poitiers, vous avez, 8, bornes d'essai, je crois, sur lesquelles sont branchés des, Nissan Leaf. Mais Renault y vient aussi. Je crois que le Cybertruck sera aussi capable de faire du V2G. C'est de pouvoir, lisser les pics, les pics de puissance, ouais. Pouvoir utiliser les batteries en renfort sur le réseau, puisqu'en fait, si on avait 1 million de véhicules,
branché sur le réseau qui était capable de redonner à chaque fois 10 kilowatts de puissance instantanée, ce serait pas mal. Mmh. Donc, à mon grand étonnement, j'ai vu que la R5 aussi serait capable de faire ça. Je me suis dit, tiens, Mmh. les bornes pilotables, ça devient obligatoire. Les voitures vont pouvoir communiquer. Ils sont en train de mettre en place ce réseau intelligent petit à petit. Mmh. Mais la R5, si j'ai bien entendu, c'est plutôt du V2H, non? C'est plutôt du Vehicle to bidirectionnel Home. sur du T2, pas vraiment sur le réseau. Mais après, moi je pense que là, pour l'appel de puissance, ça peut jouer avec le Linky, tu vois, avec les heures creuses pourraient démarrer pas forcément tous à minuit et les bornes écouter le Linky. Et enfin, à mon avis, ça peut se gérer, ça. Ouais, c'est ce qui au départ, ils pensaient à ça. Ils ont dit: «Oh, bah, c'est bon, les gens vont faire». C'est le cumul, c'est comme le cumulus électrique qui se met en route en heure creuse. On va faire pareil, voilà. Je pense que l'électromobiliste pionnier, il était conscient de ça et il le faisait pour faire des économies. On parle pas des tarifs de l'électricité qui vont augmenter, qui vont peut-être faire en sorte que le consommateur, l'électromobiliste va faire attention à ça aussi, quoi. Ouais. Très bien, Jean-Christophe, bah, tiens, puisque tu viens d'intervenir, je te laisse la parole et c'est à ton tour de nous parler un petit peu de ce que tu as retenu de 2023 et notamment de Tesla. Ça va pas faire plaisir à tout le monde. Mais on n'a pas parlé de Tesla encore. Un podcast qui Non. parle pas de Ouais. Tesla, c'est abusé. Bah Il oui. faut en parler. Puis il Eh faut en ben, dire moi, je du vais énerver des gens. voilà. Parce que pour moi, ce qui m'a choqué, ce qui me choque de plus en plus, c'est l'impression que Tesla régresse au lieu de progresser. En tout cas, ne progresse plus, voire régresse. Mmh. C'est-à-dire que quand Tesla a sorti ses premiers modèles, ça a vraiment choqué beaucoup de gens parce que ça a apporté quelque chose d'assez incroyable, en plus pour la voiture électrique, à savoir autopilote, planificateur, réseau de charge, la facilité de se charger sans avoir de moyens de paiement, etc., l'ergonomie. Mais depuis, on a l'impression que ça avance plus beaucoup sur toutes ces choses sur lesquelles Tesla est en avance. Il n'y a plus vraiment de progression, voire même des régressions. Je parle de l'autopilote, par exemple. Et bah, cette année, enfin, de plus en plus chaque année, on essaie des voitures qui, je trouve, font mieux que Tesla. Par exemple, pour l'autopilote, maintenant, il y a vraiment des voitures 100 fois plus agréables à conduire. Les planificateurs, pareil, Tesla, c'est pas mal, mais c'est quand même un petit peu simple. Aujourd'hui, on a des planificateurs qui permettent de choisir les réseaux sur lesquels on veut aller, qui permettent de définir un pourcentage de batterie à destination pour pas arriver en vacances avec 5 de batterie. Mmh. Sur l'ergonomie, et cetera, je parle pas des feux automatiques, des essuie-glaces et tout. On a l'impression que Tesla se traîne, aujourd'hui des choses qui étaient super avant et qui aujourd'hui sont vraiment un peu à la bourre, sans qu'on ait vraiment une vision sur une optimisation. Et même une régression, là je parle, il y a une nouvelle mise à jour sur l'autopilote qui a priori rend le truc vraiment hyper relou. A priori ça commence à faire fonctionner la caméra si tu regardes pas, tu as des avertissements et au bout de 5 avertissements, tu as plus l'autopilote pendant une semaine. Enfin moi personnellement ça me rend Mmh. dingue. Mmh. Et voilà, j'ai le sentiment que, Tesla est devenu un grand constructeur, un gros constructeur, que, ça innove plus aussi vite qu'avant, ça se concentre sur les Cybertrucks, les machins, sur l'optimisation de l'ingénierie. Alors c'est vrai que c'est bien pour faire payer les voitures moins chères, mais que plus on essaie des voitures et plus on se rend compte que bon, eh ben, il commence à y avoir mieux ailleurs. Malheureusement, pour l'instant, il y a pas un concurrent qui fait mieux, dans tous les domaines et au même prix. Donc, Tesla reste Mmh. le meilleur rapport qualité-prix et le truc qui est le plus homogène, on va dire. Mmh. Mais ça viendra, j'en suis certain, et je trouve que les Européens se débrouillent très, très bien. En fait, et puis il faut préciser, alors, je pense que nos auditeurs le savent et te connaissent un petit peu, mais je le reprécise, on peut pas t'accuser d'être un anti-Tesla ou de faire du Tesla bashing parce que tu roules toi-même en Tesla. Ouais, Donc j'ai c'est fait un point de 70 vue 000 voilà, d'utilisateur et un point de vue objectif en même temps, parce qu'on j'ai peut fait 70 000 kilomètres avec ma Tesla en 2 ans, donc je pense que, ouais, je la connais un petit peu cette on peut petite. rouler en Tesla sans être forcément un Tesla fanboy et on peut aussi avoir un point de vue un petit peu distancié, un peu objectif. Alors, cette sensation de régression, alors oui, les fonctionnalités d'autopilot qui vont évoluer et notamment aussi c'est lié avec ce fameux, «rappel» entre guillemets de 2 millions de voitures, Tesla pour, enfin qui a été initié par l'autorité de la sécurité routière américaine, dont j'avais parlé dans le dernier podcast et alors c'est un «rappel» entre guillemets, je dis entre guillemets parce que les voitures vont pas retourner à l'atelier, on le savait pas là encore la semaine dernière, mais ça va être, sous forme d'une mise à jour comme, celle auquel Tesla nous a habitués, mais qui va apporter encore peut-être des limites et des contraintes supplémentaires, à l'autopilot, puisque l'autopilot était jugé, pas assez sécure par l'autorité, américaine
Donc ça va, effectivement induire des nouvelles contraintes et cette surveillance et cette punition, on a échangé récemment sur le sujet, on Ouais. trouve ça un petit peu stupide et un petit peu Eh bien, abusif. aujourd'hui, au bout de 5 punitions Voilà, qui arrivent, hein, franchement, ça qui arrive en très vite. Tesla n'a jamais été puni, franchement? Ouais. Eh ben, au bout de 5 punitions et sans limite de temps, Mmh. donc sur toute la vie de la voiture, hein, eh ben, tu puni d'autopilote pendant 1 semaine carrément. Mmh. Comme, Alors moi comme je chez le maman, voilà, moi au point, pas de dessert. ça va pas me manquer parce que comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je l'utilise plus depuis un petit moment l'autopilot, je le trouve tellement catastrophique. Mais pourtant j'ai la version la plus évoluée, mais ça n'a aucun sens puisque la version la plus évoluée en Europe, n'apporte pratiquement rien de plus que la version entre guillemets «de base» Mmh. et elle apporte que des désagréments, du stress et des sonneries, intempestives, des freinages intempestifs. Donc c'est littéralement insupportable pour le conducteur et encore plus pour les passagers. Donc voilà, donc effectivement, cette sensation que Tesla régresse ou ne progresse plus, on l'avait déjà dit, la Tesla, c'est la somme de tout ce que peut faire l'automobile, électrique et technologique. Mais sur tous les curseurs, Tesla n'est jamais pratiquement à 10 sur 10, mais le total de la moyenne de tous les curseurs fait que Tesla est encore un petit peu devant, mais Ouais. ça durera peut-être pas éternellement. Ouais, et même au niveau du réseau de charge, le réseau de charge Tesla, il est génial, tu arrives avec ta Tesla, tu te branches, ça démarre, c'est cool. Mais Mmh. aujourd'hui, il y a la norme Plug and Charge qui arrive et qui a, pour avantage d'être, une norme accessible à tous. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de voitures compatibles Plug and Charge et on parlait tout à l'heure des moyens de paiement sur les bornes et tout. Moi, pour moi, ce qui va tout régler, c'est le Plug and Charge. C'est-à-dire qu'à terme, ça va être encore plus simple que dans une station-service. C'est-à-dire tu te branches, ça charge et Mmh. tu es débité sur un compte. Et donc, il y a de plus en plus de voitures, de plus en plus de bornes. Et Tesla n'est pas compatible plug and charge. Donc, finalement, Tesla, petit à petit, va se retrouver un petit peu seul dans son coin. Et tous les autres pourront jouer entre eux vachement plus simplement. Voilà, moi, j'attends que pour les non-Tesla, charger chez Tesla, c'est quand même compliqué. Il faut sortir le téléphone, machin. J'attends que les chargeurs Tesla deviennent plug and charge pour les autres et qu'on puisse, avec une Tesla, charger chez les autres en plug and charge. Je pense qu'il y a un conflit d'intérêts, ça se fera jamais, mais bon. Bref, voilà. Oui, puis il retarde sur certains points aussi, notamment le V2G on commence à le voir apparaître, enfin ou le V2X en tout cas, sur certaines voitures. Ça va probablement se répandre. Pour l'instant, Tesla ne le propose pas sur ces modèles, sauf sur le Cybertruck. On imagine que ça viendra après sur d'autres modèles. Est-ce que ça sera sous la forme d'une mise à jour logicielle ou est-ce qu'il faudra changer de voiture ou de système de recharge? Alors ça, j'en sais absolument rien. Que Johan, il faudra que tu nous en parles quand tu auras reçu ton Cybertruck là, que tu viens de commander. Il faudra que tu nous dises comment ça marche. Aucun problème. Je vous tiendrai informé. Très bien. Charles, qu'est-ce que tu as retenu de 2023? Alors moi, j'ai retenu, Johan l'a dit tout à l'heure, la sortie de la IC3, qui a quand même Ouais, surpris beaucoup de monde parce que Stellantis a un petit peu retourné sa veste. Et là, ouais. ils ont sorti un joli produit qui a des spécificités techniques qui fonctionnent bien, hein, une petite batterie, la recharge rapide. C'est un modèle qui effectivement manquait sur ce segment-là parce qu'aujourd'hui, des véhicules, on va dire entre 20 et 30 000 euros, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est vraiment une belle surprise et il y a effectivement la Renault R5 qui va arriver aussi dans ce lot-là de surprises. Il y a l'ID2 Hall qui arrive aussi. Donc ça a l'air aussi pas mal. Là, on commence à avoir quelques infos dessus, quelques visuels et je pense que l'ID2 va faire mal aussi. Elle va être bien aboutie. Du moins, ils auront appris un petit peu leurs erreurs. Il y a la Twingo aussi qui est annoncée. Donc ouais, ça, c'était vraiment la belle surprise de fin d'année. Et ça, c'est vraiment une voiture qui, je pense manque sur le marché et qui aujourd'hui peut correspondre à 98% des utilités de tous les Français. Donc, je pense, j'ai vraiment hâte de la voir circuler sur les routes et d'avoir les premiers retours des essais, quoi. Exact, oui, on a effectivement hâte de la voir et de l'essayer. Mmh. Je prends, la parole pour, Alex notre ami Alex qui est, le compère de Jean-Christophe pour la chaîne, EV et qui n'a pas pu se joindre à nous finalement en raison d'un problème, technique. Et Alex, soulevait des sujets intéressants aussi sur ce qu'il avait marqué en 2023, et notamment une question, que je retranscris ici. Peut-on s'attendre à la création rapide d'usines en Europe pour les constructeurs qui auront perdu le bonus comme MG, Hyundai et Kia? Et donc effectivement, c'est une réflexion plus qu'un sujet, mais qui est vraiment lié, à l'actualité.
Et puis, Alex, il avait un top pour 2023, c'est la Ioniq 6, dont il est l'heureux propriétaire, je crois, et Ouais, dont il comme loue par hasard. l'efficience, la vitesse de charge record et le look atypique. Voilà, moi je vais vous parler un petit peu simplement de mes tops, hein, et puis après on fera le tour de tous. Mon top 2023, moi, c'est un peu l'audace et notamment l'innovation un petit peu inattendue. J'aime beaucoup l'idée du MG Seaburster, donc la future voiture électrique cabriolet de MG. MG arrive là vraiment où on l'attend pas du tout parce qu'ils font jusqu'à présent des voitures électriques et puis aussi thermiques et aussi hybrides qui sont finalement assez, sans que ça soit péjoratif, communes ou un peu banales. Mais ils ont bien su cibler leur marché, notamment avec la AMG4. Donc c'est une approche très pragmatique et on s'attendait à voir se développer une gamme comme ça de voitures, un peu la voiture de monsieur tout le monde. Et puis là, ils arrivent avec ce Seaburster qui est un magnifique cabriolet, très puissant, très bien fini, avec un look, intérieur, incroyable entre modernité et classicisme à l'anglaise. Donc je trouve que ce genre d'initiative est la bienvenue et elle est particulièrement rafraîchissante dans le monde de la voiture électrique qui est encore, un peu en devenir. Il y a aussi un autre coup de cœur que j'ai eu, c'est un truc qui s'appelle entre guillemets, parce que je mets des guillemets parce que c'est un nom propre, La Bagnole. Donc ce sont des Français qui développent une petite voiture électrique, très légère, qui a un look un peu rétro, un peu Jeep comme ça. Donc avec, des petites batteries pour des petits déplacements urbains. Tout est petit mais le projet est grand et la voiture est très sympa. Dans le même esprit, j'ai eu l'occasion d'en parler, c'est une espèce d'ovni dans le monde de l'électrique et j'observe ça de très, très près. Je suis leur actualité. C'est un truc qui s'appelle Lit Motors C1. C'est une boîte californienne qui est en train de développer une voiture à 2 roues, mais c'est une vraie voiture. Mais au lieu d'avoir 4 roues, elle a 2 roues longitudinales et donc avec une carrosserie qui ressemble un petit peu à une carrosserie de fusée ou une carrosserie de moto carénée. Mais c'est une vraie voiture avec le confort d'une voiture, l'intérieur d'une voiture, sauf que les 2 places sont longitudinales et non pas l'une à côté de l'autre et donc un vrai confort, des vrais sièges, un volant. Et oui, c'est pas une moto avec une carrosserie, c'est une voiture à 2 roues, c'est complètement différent et elle tient debout grâce à un système gyroscopique. Donc c'est un truc de fou, j'invite vraiment à aller voir ça. Vous tapez dans Google LIT, plus loin Motors, plus loin C1, vous allez voir un petit peu. Il y a quelques vidéos de démonstration. Le truc, c'est qu'en fait, elle est en développement depuis plus de 10 ans. Donc, on a cru à un moment que c'était du vaporware, que c'était du fake et que ça n'allait jamais sortir, jusqu'à ce qu'on apprenne qu'en fait, le fondateur de Leapmotor a eu un très grave accident de moto en 2015 et qu'il est resté bien, en fait, incapable de mener son projet pendant plusieurs mois et même plusieurs années. Et il a repris les rênes il y a quelques mois et donc le projet est reparti. Je trouve ce truc incroyable et je serais très curieux de voir son avenir. Est-ce que ça va réellement arriver, réellement sortir? Il y a encore plein d'interrogations techniques, hein, sur le sujet. En tout cas, je suis abonné à leur newsletter, j'ai communiqué un peu avec eux et ça a l'air d'être sérieux. Ils continuent à travailler sur le sujet. Ils sont en train de lever des fonds, je crois. Et puis mon top 2023 aussi, c'est le développement des bornes de recharge en France. On en a déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais je suis content de voir que quand il y a une vraie volonté politique, eh bien, il y a des choses qui fonctionnent aussi. Et ça fait plaisir. Et puis, je vais enchaîner avec mes flops et je vous repasserai la parole pour vos tops et vos flops. Mes flops 2023, alors c'est pas forcément 2023, mais je trouve que ça s'accentue un peu en 2023, c'est les annonces et les effets d'annonces qui se succèdent sans suivi concret derrière. J'ai pas fait le recensement, mais je pense qu'on doit pouvoir compter par dizaines le nombre d'annonces qui ont été faites sur des futures voitures électriques qui n'arrivent jamais ou qui sont annoncées pour dans 6 mois ou dans 1 an et qui arrivent 5 ans après. Tesla le fait aussi, hein, Tesla est coutumier du fait, mais beaucoup d'autres marques, je sais pas, par exemple, je sais pas, ça fait 2-3 ans qu'on attend l'équivalent de l'Audi A6 électrique, donc l'Audi A6 e-tron. Et puis elle apparaît, puis elle redisparaît, puis elle réapparaît. C'est un peu l'Arlésienne. Et des exemples, j'ai pris l'exemple d'Audi, mais il y en a plein d'autres comme ça. Donc ça, c'est un peu pénible. On a aussi des annonces très régulièrement sur les fameuses batteries révolutionnaires qui vont permettre de faire 1000 kilomètres sans s'arrêter et qui vont recharger en 3 minutes et demie. Bon, ça fait à peu près 5 ans qu'on a ce genre d'annonce toutes les semaines. On voit rien arriver.
On a parlé aussi des batteries solides ou des batteries tout solides qui étaient prévues pour les premières pour arriver d'ici 2026-2027 et notamment avec BMW et d'autres marques. Et BMW vient d'annoncer que finalement ça serait pas avant 2030. Donc on a l'impression qu'on est dans un espèce d'entre-deux où on nous fait patienter, et on nous fait patienter et on nous fait patienter et puis il y a rien qui arrive. Donc voilà, on a envie de leur dire bah les gars, faites moins d'annonces et puis bougez-vous un peu quoi. Voilà pour mes flops. Bah, écoutez, on va refaire le tour. Andy, tu as eu un petit problème technique, mais je crois que tu es de retour parmi nous. Très rapidement, hein, en quelques mots, tes tops et flops 2023? Alors Eric, mon coup de cœur, mon top de l'année 2023, j'ai appelé ça Green Deal COP, on avance. Alors je sais que les émissions de carbone dans le monde continuent d'augmenter, je sais que globalement quand on reçoit des news du climat, on a plutôt envie de pleurer que de se réjouir. Mais j'avais quand même envie de souligner 2-3 avancées qui ont été faites au cours de cette année. Je pense par exemple au Green Deal européen, hein, avec la quasi-interdiction des véhicules thermiques. Alors mon cœur de vieux bagnolard saigne un petit peu, mais ma tête ne voit pas trop d'autres solutions à l'horizon 2035-40. Et bah voilà, ça a été acté cette année. On a aussi, je lisais hier matin un petit rapport de l'Agence européenne de l'environnement qui nous parle de l'avancement des mesures environnementales dans l'Union. L'objectif 1, c'était réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% par rapport à 1990 d'ici 2030. L'agence nous dit c'est probable mais incertain. C'est quand même probable. Alors oui, le carbone s'accumule, mais on a quand même, on va dans une bonne direction. Je prends aussi comme exemple la COP à Dubaï. Je reprends la formulation exacte, hein, qui appelle toutes les nations à s'éloigner des combustibles fossiles d'une manière juste, ordonnée et équitable. Et ça a été signé par les pays en développement, par des gens aussi qui sont des grands producteurs de pétrole, etc., l'Arabie Saoudite, etc. Donc quelque part, oui, les émissions continuent d'augmenter, etc., mais on va dire que les responsables sont d'accord sur le diagnostic et sur le fait qu'il faut sortir des énergies carbonées et sur le fait que, bah voilà, on invente une trajectoire. Alors ça va prendre du temps, c'est toujours trop tard. On a un début de quelque chose, au moins au niveau de nos responsables, qui avance sur cette question. Et moi, j'ai envie, pendant 3 minutes, de me réjouir de ça. Alors mon flop 2023, j'appelle ça le tribalisme produit. Bon, dans un premier temps, j'étais tenté de parler d'Elon Musk, hein, notamment pour sa phrase « Le changement climatique ne constitue pas une menace si grave à court terme », hein, ça a été prononcé au festival d'extrême droite d'Atréjou. Donc je vais vous parler du tribalisme produit. Qu'est-ce que c'est le tribalisme produit? C'est, vous savez, ces gens qui arrivent, qui mettent un commentaire YouTube ou un post LinkedIn pour dire Musk c'est le meilleur, de toute façon Tesla c'est la meilleure voiture, tout le reste c'est nul. Ou bien la personne qui dit moi je fais 1000 km sans m'arrêter dans ma voiture diesel, etc. Ma voiture c'est la solution à tous les problèmes et c'est la seule solution, c'est la seule manière d'envisager l'automobile dans le futur. Et moi, j'en ai un peu marre de ça. J'en ai un peu marre parce que, en fait, quand on regarde les besoins des gens, bah, tout le monde a des besoins ou des envies différentes. Certaines personnes tirent des caravanes, d'autres ont des goûts esthétiques différents. Alors, certains veulent un bon châssis, d'autres font du circuit. Pour d'autres, la priorité, c'est un habitacle silencieux. Il y a aussi ceux qui s'intéressent beaucoup à la technologie à bord. En clair, il y a aussi les gens, par exemple, qui n'ont pas de garage et qui ont moins de possibilités de recharger la maison, etc. Cette guéguerre permanente sur les réseaux sociaux, sur les commentaires, etc., ça commence vraiment à me courir sur le haricot, comme on dit. Le snobisme pro-VE ou anti-VE et le fait que de ne rien vouloir discuter, de ne rien vouloir céder autour de son produit et de le défendre, même quand il n'est pas franchement défendable, ça m'irrite. Et je pense que ça n'apporte rien au débat. Quand je parle avec les constructeurs, quand je vois les gens, les spécialistes de l'automobile, du changement, etc., je vois beaucoup de contraintes, je vois beaucoup de questions, je vois beaucoup de recherches. On est dans une période d'incertitude, hein, c'est le plus gros changement pour l'automobile et son modèle économique depuis au moins les années 50-60 et on va dire la popularisation de l'automobile. En clair, on est dans une grande période de changement, il y a plein d'incertitudes, etc. Je dis pas que les acteurs ont raison, c'est bien qu'il y ait des gens disrupteurs, entre guillemets, qui viennent mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Ça veut pas dire que c'est la solution pour tout le monde et pour toute l'industrie, pour tous les besoins, etc. Johan, tout à l'heure, on a parlé de ton top 2023, l'offre de véhicules à petit prix. Tu as un flop aussi en 2023. Qu'est-ce qui t'a pas plu en 2023?
Alors une première chose, c'est, les émissions de gaz à effet de serre. Alors là, je vais plomber un petit peu l'ambiance, mais malheureusement, les émissions de gaz à effet de serre, si on se concentre sur le domaine du transport, de la mobilité, qui est ce dont on parle et ce qui est mon métier à moi, aussi bien dans l'Union européenne qu'en France, ont continué à augmenter, en 2022. Alors on n'a pas encore les chiffres 2023, mais en tout cas les chiffres 2022 qui sont parus il y a assez peu de temps, étaient toujours en augmentation. Alors certes par rapport à 2021 qui était une année un petit peu particulière, mais on voit que la tendance de toute façon, est toujours à l'augmentation. Donc il faut décarboner par de l'électrification, par d'autres moyens aussi, pour tout ce qui est, transport lourd, et puis il faut, comme on disait tout à l'heure, sur la partie, fourniture d'électricité, il faut aussi, un peu de sobriété et il faut s'y mettre vraiment maintenant, parce que, le si on continue avec les émissions qu'on a actuellement, dans 7 ans, on aura 50 de chances d'être à plus 1,5 degré et dans 30 ans, on aura 100 de chances d'être à plus 2 degrés, par rapport à l'ère pré-industrielle, donc 1850 et plus de degrés en termes de climat, c'est pas vraiment une sinécure, c'est plutôt dramatique. Donc ça, c'était mon premier flop. Mon deuxième est beaucoup moins grave, et là, pour le coup, je vais peut-être pas me faire beaucoup d'amis. Le malus au poids que j'ai trouvé trop timide, dans le projet de loi de finances 2024, en France. Moi, j'aurais intégré les véhicules électriques, dans le malus au poids, parce que, du poids, ça veut dire de la matière et si on fait des véhicules plus lourds, on répartit moins la matière, tout ce qu'on extrait de la terre, pour fabriquer des véhicules, que ce soit la batterie ou tout le reste, du véhicule autour. Si on veut proposer des véhicules au plus grand nombre, il faut faire des véhicules plus légers, et moins chers. Et donc moi, j'ai pas bien compris pourquoi le malus au poids ne concerne pas les véhicules électriques pour 2024. Le malus au poids 2024, pour rappel, c'est une pénalité au-delà par 100 kilos ou par kilo, je ne sais plus, Par au-delà de kilo, 10 1800 € par kilos. kilo. Au-delà de 10 1800 kilos. Hein. Alors, au-delà de 1800 kilos pour cette année 2023, et en 2024, il est possible, alors projet de loi de finances est pas encore, signé, mais il y a des négociations pour que ce chiffre diminue peut-être à 1700 ou voire 1600 kilos. Ce qui Donc pénaliserait quand même une partie importante, non négligeable du parc automobile électrique aujourd'hui, y compris une voiture comme la Tesla Model 3 qui est réputée pour ne pas être très très lourde, parce qu'elle est aux alentours de 1800 kilos, un peu plus de 1800 kilos. après, on peut aussi, aujourd'hui, c'est plus de 1800 kilos pour un véhicule thermique et c'est pas de malus au poids pour un véhicule électrique. Ouais, On peut aussi imaginer 2 échelles, une Mmh. échelle pour les véhicules, thermiques, une échelle pour Exact. les véhicules électriques. Mmh. Très bien. Sébastien, tu avais un top et un flop aussi rapidement? Oui, du coup, moi, j'avais vu ça sur le réseau, en fait, comme, Ouais, c'était d'accord. mon sujet, mais du coup, ça rejoint ce que tu as dit. Le top, c'est, l'incroyable progression de la recharge, notamment du nombre de stations de recharge rapide sur autoroute, quoi. Quasiment Mmh. toutes les aires de service, sont Équipé. équipées. Donc les aires de Mmh. service, c'est celles où il y a des services, hein, celles où il y a des stations, essence pour Ouais, faire simple et la ouais. boutique, quoi. Voilà, Mmh. donc il reste les aires de repos après, bon, ça va venir. Mmh. Donc ça, c'est le top. Mmh. Voilà, peut-être, louer, des Electra, des Fastned. Enfin, je suis assez impressionné par Electra quand même, Ouais. la petite française qui a pas mal implanté, hein, voilà. Ouais, Et c'est vrai. puis, bon, les flops, du coup, comme j'étais resté dans l'idée du réseau, c'est peut-être le réseau secondaire sur lequel on fait peut-être moins d'efforts. On Mmh. parle beaucoup de la recharge rapide sur autoroute. Et puis, il y a un réseau qui devait arriver, donc on a été un petit peu déçus, c'était Atlante. C'était le Unity de Stellantis, en fait, qui devait se mettre en place on l'a pas vu arriver, quoi. Voilà, donc je sais pas où ça où ça va où ça en est, quoi. Donc D'accord. là, ils devaient développer leur propre réseau, dans le sud de l'Europe, France, Portugal, Espagne, Italie.
Voilà. Mon deuxième flop, ce serait, si je peux élargir un petit peu, ce serait un peu sur, «l'état d'esprit» entre guillemets. Alors je vais être un peu chagrin, moi aussi, Johan, c'est que, j'ai l'impression qu'on a basculé quand même en termes de si tu veux, c'est un peu comme les motards au départ, bon, tu avais un état d'esprit un peu pionnier. C'était une frange de la population qui avait un véhicule un petit peu spécial. Bon, c'était le cas dans les années 2010, puis là, ça, 2023-2024 et cetera, on arrive dans un mass market où c'est chouette, il y a plein de bagnoles, voilà, mais l'automobiliste électrique, voilà, bah, il se gare à côté de toi à la borne, il te dit pas bonjour presque, voilà. J'exagère, hein, parce qu'il y a encore, quelques interactions, mais je le vois au niveau associatif. Autrefois, tu avais, 100 voitures, électriques vendues et tu vois, tu avais 10 personnes qui créaient un club. Bon, bah, maintenant ça tu plus trop tu un peu moins cet état d'esprit-là, quoi, voilà. Mmh. Très bien. JC, alors on a parlé des régressions de Tesla, mais il n'y a pas que ça, tu as aussi des tops et des flops, rapidement. Ouais, bah, pareil, moi, j'ai 3 petits tops. L'annonce de la Citroën IC3, bon, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que, on s'attendait pas du tout à ça. Batterie LFP et cetera. Maintenant, je demande à voir en vrai parce que j'ai très, très peur, moi, j'ai très, très peur que ce soit low cost. Je veux voir crash test et cetera, voilà. Mmh. 2e, Ça chose, sera low cost. Ce que tu veux dire, c'est que tu as peur que ça soit non, de mais ça basse sera qualité. il y a low cost et low cost et Cheap, en fait. vraiment, ouais, il faut voir. Mmh. Sincèrement, il faut voir. Mmh. OK. La 2e chose, c'est donc, évidemment, le nombre de bornes, et de stations de recharge rapide. J'ai juste un chiffre. L'année dernière, à la même période, il y avait 2 500 bornes très haute puissance en France. Aujourd'hui, il y en a 8 700, Mmh. c'est-à-dire, 3,5 fois plus en 1 an. Enfin, c'est juste dément. Nos façons de voyager ont complètement changé et ça, c'est fou. Mmh. Et moi, j'ai un petit top aussi, c'est, la bonne vibe de Renault actuellement. Ouais. Avec, Ampère là, les R5, les Twingo, les Les Alpines. les Alpines et puis, les 22 centres de réparation de batterie et cetera. Enfin, je trouve qu'ils vont dans le bon sens, à voir ce que ça va donner, Ouais. toujours pareil, il faut voir en vrai parce que comme tu disais, les annonces, mais Mmh. voilà, l'important c'est ce qu'on fait, pas ce qu'on dit. Et dans les flops, moi j'ai pareil, la recharge en ville. Alors vraiment, on en a parlé, c'est vraiment le truc, sur lequel faut travailler, parce que charger en ville, c'est vraiment un enfer, on sait jamais combien on paye et cetera, mais ça, on l'a déjà dit. Mmh. 2e flop, c'est les fausses croyances qu'on a encore et toujours, malgré le fait qu'on rabâche toujours que, l'électrique, c'est beaucoup plus simple, c'est quand même moins cher quand on charge à la maison et cetera et cetera. On a toujours les mêmes rengaines, c'est vraiment épuisant par, les haters. Faut Et acheter, enfin, faut lire ça. C'est la voilà, les meilleure voitures réponse. électriques. Voilà, tant magnifique. Et moi, mon 3e flop, c'est, quand même, je trouve que ça fait quand même un bout de temps qu'on a des voitures électriques. On sait un petit peu, heu, qu'est-ce que les gens attendent aujourd'hui et ça me fatigue d'essayer des voitures récentes qui sortent aujourd'hui et qui sont toujours pas à la hauteur de ce que faisait, par exemple, Tesla il y a 6 ans. Ouais. Heu et quand même, le one pedal, au moins un GPS qui te dit à combien tu vas arriver, à quel pourcentage tu vas arriver quand tu rentres une destination au GPS, genre, c'est vraiment le minimum pour pas être stressé en voiture électrique. Toutes ces petites choses qui sont quand même pas grand chose, on les a toujours pas. On essaye des Fiat 600, c'est toujours pareil, quoi. Et il y a un moment, voilà, ça m'énerve de rentrer dans une voiture et de me rendre compte que, on est encore à l'ancienne époque et que ça a toujours pas avancé. Ça me saoule. Voilà, ça c'était mon flop 2023. Très bien, Charles, tu as un flop aussi, je crois. Le top, on en a parlé tout à l'heure, et le fait que tu apprécies l'arrivée de la Citroën C3. Ouais, j'en avais rajouté un deuxième. Oui, vas-y. C'était le Trans-European traversée de l'Europe en voiture électrique, hein, qu'on a fait avec Alex et Oui. JC de la chaîne EV et que je suis, j'étais vraiment très content de le faire avec eux et on a prouvé quand même beaucoup de choses. On a prouvé que déjà, par rapport au précédent record, le nombre de bornes de recharge a considérablement augmenté, que ça soit en France ou dans les pays limitrophes. Que si on a la bonne voiture qui est adaptée, et voyager en électrique, il y a vraiment aucun souci. On peut voyager loin, vite, sans aucune difficulté. Et derrière, je vous inviterai, parce qu'on peut en parler pendant des heures, hein, mais je vous inviterai à aller voir la vidéo sur la chaîne EV, parce que derrière, on a récolté énormément de data, Ouais. et de la data surtout sur les émissions de CO2.
Et rapidement, hein, on a fait 23 recharges et 40% des émissions de la totalité de notre trajet, donc des recharges, ça a été fait par 3 recharges en Allemagne. Donc ça montre bien qu'il y a quand même toute une logique dans la voiture électrique pour que ça soit vraiment vertueux, que l'énergie produite, l'électricité produite soit des énergies renouvelables, quoi. Donc il y a énormément de data, et on a prévu beaucoup de choses, et ce qui est intéressant, c'est que je le vois aussi sur les réseaux, il y en a plein qui me disent dans les débats de la famille, etc., tu as toujours les mêmes, il n'y a pas d'autonomie, on peut pas, les recharges, ça prend trop de temps, etc. Et souvent, ils renvoient le lien sur l'article ou sur la vidéo. Et souvent, les gars disent, ah ouais, en fait, effectivement, il y en a qui l'ont fait. C'est vraiment un cas concret. Et j'espère que ce qu'on a fait contribuera à faire changer et évoluer les mentalités. Et ça rejoint un peu ton flop, les fausses croyances. Ouais, les fausses croyances. Moi, c'est vraiment mon flop. Alors, c'est peut-être parce que je suis beaucoup aussi sur les réseaux, sur YouTube et sur Insta. Et en fait, les gens se rendent pas compte parce que ils avancent des choses, mais aujourd'hui, on a quand même accès à l'information via Internet. Et en fait, des fois, quand les gens ils annoncent ce genre de choses, je dis, mais est-ce que vous avez vraiment Internet ou pas? Parce que, alors effectivement, il faut faire le tri dans les sources, mais les mecs, en fait, ils passent vraiment pour des clowns. Et surtout, souvent, c'est que ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'ont jamais essayé. Donc, c'est un peu comme les médias généralistes, et c'est vrai qu'ils sont pas toujours de notre côté, et en fait, on est un peu là en train de se battre, à dire, non, nous, en fait, on teste, on vous explique que ça fonctionne comme ça, et eux, ils sont, non, en fait, non, ça marche pas comme ça. En fait, si, testez, quoi. Donc, c'est toutes ces fausses croyances, comme disait JC, tous ces a priori, que on voit au quotidien sur des articles, ou même dans les commentaires, et faire changer les mentalités. On a eu droit à une petite... On a eu droit à une petite déferlante la semaine dernière avec l'annonce de Macron de la voiture électrique à 100 € par mois. Oui. Donc tous les médias s'en sont emparés pour faire des sujets, des débats, etc. Et moi j'ai très vite coupé parce que c'était insupportable le nombre de conneries qui peuvent être racontées, quoi. Donc vraiment, même les médias mainstream, même avec des gens qui sont censés être sérieux, et je sais pas pour faire du média bashing, parce qu'on en fait partie aussi des médias, mais vraiment il y a quelque chose qui va pas, et c'est vraiment pénible. Donc à un moment, je pense que le mieux c'est de se déconnecter un petit peu de tout ça, parce que sinon on pète les plombs, quoi. On a l'impression que c'est un peu le vilain petit canard, quoi, la voiture électrique. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu dommage, parce que derrière, en fait, le confort et les économies que ça peut apporter, et tous les bénéfices environnementaux aussi, voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour ce spécial Noël avec vos tops et vos flops de 2023 et ce que vous avez retenu de l'année. Et eh bien, écoutez, passez de bonnes fêtes, et puis à très bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast et de nouvelles aventures électriques. Merci. Joyeux Noël. Merci. Joyeux Noël, passez de bonnes fêtes.